En 1972, tout le village pensait qu'Andreas était devenu fou. Il venait de miser la survie de sa ferme sur un tracteur hors de prix que la banque qualifiait de suicide financier. Son père prédisait la ruine, ses voisins se moquaient. Mais quand la fournaise mortelle de 1973 a frappé et que les machines modernes ont rendu l'âme, un seul bruit a continué de résonner. Découvrez comment ce monstre d'acier a défié la mort et humilié la technologie d'aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la toute fin, car le dénouement de cette histoire est une véritable leçon de vie. Avant de plonger dans le récit, prenez une seconde pour liker la vidéo et vous abonner. Et surtout, dites-moi en commentaire, depuis quelle région ou quel pays nous regardez-vous aujourd'hui? J'adore découvrir jusqu'où voyage notre passion commune pour la mécanique. C'est parti! Ce bruit ne ressemblait à rien de ce que l'on avait l'habitude d'entendre dans les contreforts des Alpes bavaroises. Ce n'était pas le martèlement sourd et régulier des moteurs refroidis par eau qui peuplaient habituellement la vallée, ni le sifflement rauque des premières générations de turbocompresseurs venus d'Amérique. Non, ce qui résonnait ce mardi matin de mai 1972 sur le gravier de la ferme Mousletner était plus tranchant, plus dur, presque comme un jeu de cloches mécaniques fait d'acier et de diesel. C'était d'un son sec, métallique, une fréquence pure qui rebondissait contre les murs de la vieille grange en bois et faisait vibrer l'air d'une manière totalement inédite. Andreas Mousletner se tenait immobile dans l'allée, les mains crispées sur un port-bloc, les jointures blanchies par la tension. Devant lui, trônant sur la lourde remorque surbaissée du concessionnaire de Forstern, se dressait l'objet qui allait soit propulser sa ferme vers l'avenir, soit la précipiter vers la ruine. Le Escher Wotan II, type 3014. C'était une machine d'une beauté presque arrogante pour un outil de travail. La carrosserie brillait de ce légendaire bleu Escher, un azur profond et industriel, contrastant violemment avec les jantes rouges sang. Mais ce qui frappait le plus, c'était cette allure de prédateur. Le capot était si long, si plat et si bas qu'il rappelait davantage une voiture de course de l'entre-deux-guerres qu'un tracteur agricole destiné à tirer des charrues dans la boue. Sous cette tôle sculptée respirait le cœur d'un lion bavarois, le moteur Escher EDL6. 6 cylindres en ligne. Refroidissement par air. 100 chevaux. Un monument technique né à une époque où les frères Escher croyaient encore que la qualité seule suffirait à repousser l'invasion industrielle venue d'outre-Atlantique et de Mannheim. Andreas sentait son cœur battre au même rythme que les pistons qu'il imaginait sous le capot. Il savait que chaque pièce de ce moteur avait été coulée et usinée avec une précision d'horloger, loin des chaînes de montage impersonnelles des géants du secteur. Le chauffeur du camion détacha les chaînes de sécurité avec un fracas métallique qui fit sursauter les poules dans la cour. Andreas, lui, ne scia pas. Il était hypnotisé. L'odeur arriva jusqu'à lui avant même que le tracteur ne touche le sol. Un mélange enivrant de peinture fraîche, de graisse neuve, de caoutchouc vierge et cette note acre caractéristique du diesel bavarois. C'était le parfum du risque. Le chauffeur grimpa dans la cabine qui n'était alors qu'un arceau de sécurité vitré, un poste de pilotage spartiate fait de verre et d'acier et tourna la clé. Le démarreur gémit une seconde, lourd et puissant, entraînant les 6 cylindres massifs. Et puis, l'explosion. Le moteur s'éveilla. Le bruit changea instantanément. Au ralenti, le Wotan ne ronronnait pas, il claquait. C'était le chant de la combustion directe, sans l'enveloppe d'eau pour étouffer la détonation. Chaque explosion dans chaque cylindre résonnait directement à travers les ailettes de refroidissement en fonte. C'était une musique brute, sans filtre, honnête. Alors que le tracteur descendait lentement les rampes métalliques, ses pneus arrière massifs écrasant le gravier avec une autorité absolue, Andreas sentit une goutte de sueur froide couler le long de son dos. Ce n'était pas la chaleur du moteur. C'était le poids de la décision. Il venait d'hypothéquer des années de récolte pour ce monstre bleu. Il venait de parier contre la prudence, contre l'avis de la banque, et surtout contre l'homme qui se tenait maintenant dans l'ombre de la porte de la maison, observant la scène avec un visage fermé comme une pierre tombale. Son père, le Wotan toucha le sol de la ferme pour la première fois, ses suspensions tressaillant sous l'arrêt brutal. Le moteur revint au ralenti, ce tic-tac métallique hypnotique qui semblait dire « Je suis prêt, mais es-tu prêt à payer le prix ?» Dans ce vacarme de mécanique de précision, Andreas ne vit pas seulement un tracteur. Il vit son destin, forgé dans le métal, prêt à être jugé par tout un village. Le silence qui suivit l'arrêt du moteur fut plus assourdissant encore que le vacarme qui l'avait précédé. Le cliquetis du métal se refroidissant commença immédiatement. Un petit concert de tic et de tac, comme si la machine s'installait déjà, prenait possession des lieux. Andreas caressa le garde-boue arrière, sentant la chaleur irradier à travers la peinture neuve. Derrière lui, le gravier crissa. Ce n'était pas le pas lourd et assuré d'un ouvrier, mais celui, traînant et hésitant, d'un homme usé par les décennies de labeur. Corbignan, son père,
s'était détaché de l'encadrement de la porte. Il avançait vers le monstre bleu comme on marche vers un peloton d'exécution. Son visage n'était pas rouge de colère, il était gris, d'une pâleur qui faisait ressortir les veines de ses tempes. Il s'arrêta à 2 mètres du tracteur, refusant de le toucher, comme si le simple contact pouvait le brûler ou le maudire. 48 000 marks, Andreas, dit Corbignan, sa voix tremblant à peine, mais chargée d'un reproche si lourd qu'il semblait écraser l'air autour d'eux. Il marqua une pause, ajustant ses lunettes, fixant son fils avec des yeux vitreux. 48 500, pour être exact. J'ai vu le bon de commande. J'ai vu les chiffres danser devant mes yeux toute la nuit. Pour cette somme, le concessionnaire John Deere t'aurait livré 2 machines neuves. Sur le marché de l'occasion, tu aurais pu ramener 3 Nomax solides, des bêtes de somme qui ont fait leurs preuves. Le vieil homme cracha par terre, un geste de mépris qu'Andreas n'avait pas vu depuis son enfance. Tu n'as pas acheté un tracteur, mon garçon. Tu as acheté un nom. Tu as acheté de l'orgueil en barre. C'est un jouet pour châtelain, un caprice de luxe, pas un outil pour un paysan qui doit compter chaque phénix pour payer les intérêts de l'étable à l'automne. Andreas ne se retourna pas tout de suite. Il regardait l'essieu avant, massif, une pièce de fonderie brute signée ZF. Il savait que son père voyait les choses à travers le prisme de la peur de la faillite, la peur de la banque, la peur de l'inconnu. Un John Deere a du plastique dans la cabine et un cœur produit à la chaîne par des robots, répondit Andreas calmement, sa voix posée contrastant avec l'agitation de son père. Il se tourna enfin, plongeant son regard dans celui du vieil homme. Ce est cher, père, il est forgé ici, en Bavière. Regarde le moteur. Ce sont des cylindres individuels. Si un piston grippe dans la forêt, je change un seul cylindre, je ne jette pas le bloc entier. C'est de la maintenance, pas du gaspillage. Il fit un pas vers l'avant, pointant du doigt l'essieu directeur qui permettait aux roues de se braquer presque à l'équerre. Nous avons 30 hectares de pente raide dans la forêt, père. 30 hectares de pièges mortels. Quand le fan ou le deutz commence à glisser sur les feuilles mouillées, c'est fini. Ils partent en luge jusqu'au ravin. Ce Wotan, avec son équilibre et son essieu ZF, il tourne sur un sous-boc de bière. Il s'accroche là où les autres décrochent. Andreas posa sa main sur l'épaule de son père, qui se raidit sous le contact. La qualité n'est pas un luxe pour nous. C'est la seule assurance vie que nous pouvons nous permettre. Si je me tue en bas du fossé noir avec un tracteur bon marché, à quoi serviront les économies que tu pleures aujourd'hui? Corbignan secoua la tête, les yeux toujours rivés sur le capot bleu infini. Il ne voyait pas la technologie, ni la sécurité. Il voyait une dette monstrueuse qui planait au-dessus de leur toit comme un orage d'été. Les assurances ne se paient pas avec de l'argent qu'on n'a pas. Andreas, murmura-t-il avant de tourner les talons et de retourner vers la maison, le dos voûté sous le poids invisible de ses 40 000 marks. Andreas resta seul avec son géant d'acier, sentant pour la première fois que le métal froid du Wotan était désormais son seul véritable allié. À peine 1 heure après que les rampes du camion de livraison eurent claqué pour la dernière fois, un autre bruit de moteur vint troubler la fausse quiétude de la cour. Ce n'était pas le grondement noble d'un diesel agricole, mais le bourdonnement nerveux et asthmatique d'une Volkswagen coccinelle noire. Sur la portière, l'emblème de la Raiffeisenbank brillait comme un avertissement. Monsieur Wedinger, le chargé de crédit du district, en descendit avec la grâce d'un comptable venant saisir des meubles. Il portait un costume gris souris, d'une coupe si rigide qu'il semblait amidonné, jurant violemment avec la poussière et les odeurs de fumier qui imprégnaient l'air de la ferme. Il ne regarda pas Andreas dans les yeux. Son regard se porta immédiatement sur le Escher Wotan II, le détaillant comme on inspecte une pièce à conviction sur une scène de crime. Il ajusta sa cravate, sortit un dossier cartonné de sa mallette en cuir et secoua la tête avec une lenteur théâtrale. « Bonjour, monsieur Mousletner » dit Wedinger d'une voix qui semblait sortir d'un réfrigérateur. « La nouvelle de la livraison a voyagé plus vite que votre tracteur. Je dois vous informer que la direction est perplexe. » Il tapota le capot bleu du bout de son stylo, un geste qui fit grincer des dents Andreas. « Nous avions approuvé un budget de modernisation basé sur la raison économique, pas sur la passion. Ce véhicule coûte 40% de plus par cheval-vapeur que la moyenne du marché. Dans nos livres, ce n'est pas un investissement, c'est de la libabraie, un caprice d'amateur. » Le banquier fit un pas en arrière, comme pour éviter d'être contaminé par la folie dépensière du fermier. « Je vais être clair, si ce tracteur ne génère pas des rendements exceptionnels dès la première saison forestière, la ligne de crédit pour votre moissonneuse-batteuse l'année prochaine sera annulée. Nous ne finançons pas les jouets, monsieur Mousletner. » Andreas sentit la sueur perler sur son front, froide et poisseuse. Au coin de l'étable, il vit son père, Corbignan,
hochait la tête sombrement, validant chaque mot du banquier comme une prophétie funeste. Andreas était seul, isolé sur sa propre terre. Et comme pour enfoncer le clou de cette solitude, le bruit d'une ferraille en mouvement se fit entendre sur la route communale qui longeait la clôture. C'était Bauer Hirschbichler, le plus grand médisant de la vallée, au volant de son tout nouveau tracteur d'importation. La machine de Hirschbichler était peinte d'un orange criard, et son moteur émettait un cliquetis désagréable, un bruit de plastique et de tôle fine vibrant à l'unisson. Il s'arrêta au niveau du portail, laissant son moteur tourner au ralenti, un son irrégulier qui trahissait une injection mal réglée. Alors, Mousletner, hurla Hirschbichler par-dessus le bruit de sa propre machine, un sourire narquois déformant son visage. « Tu t'es acheté un instrument de musique? Il chante bien, ton oiseau bleu. On t'appelle déjà le paysan pauvre au village. Mais fais attention qu'ils n'apprennent pas à voler dans la forêt quand les troncs seront trop lourds. Un écher, c'est bon pour aller à la messe le dimanche, mais pour le bois, il faut du poids sur les cieux, pas de la haute couture. » Il éclata d'un rire gras, passa une vitesse qui craqua sinistrement dans sa boîte de vitesse bon marché, et s'éloigna dans un nuage de fumée bleuâtre. Andreas ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Les mots étaient bloqués dans sa gorge. Il tourna le dos à la route, au banquier qui notait frénétiquement des chiffres et à son père qui détournait le regard. Il grimpa les 3 marches métalliques de l'échelle d'accès du Wotan. Il ouvrit la lourde porte vitrée et s'enferma à l'intérieur. Ici, il n'y avait pas de siège capitonné ni de climatisation. Seulement un poste de pilotage spartiate, une cage de verre et d'acier conçue pour la visibilité et la survie. Il posa sa main sur le levier de vitesse massif de la transmission REDF. Il respira l'odeur rassurante de l'huile hydraulique et du vinyle neuf. Le monde extérieur, avec ses jugements, ses banquiers gris et ses voisins jaloux, était soudain assourdi par l'épaisseur des vitres. Il était dans sa forteresse. Ils attendaient tous qu'il échoue, qu'il brise cette merveille mécanique contre un chêne ou qu'il la noie dans la boue. Mais en serrant le volant, Andreas eut une chose que ni Wedinger ni Hirschbichler ne pouvaient comprendre. Ce tracteur n'était pas un luxe. C'était une réponse brutale à la physique impitoyable de la forêt bavaroise, et demain, il allait leur donner la leçon qu'ils méritaient. Le brouillard dans le fossé noir était si dense ce matin-là que les phares du Escher Wotan 2 ne découpaient que 2 tunnels jaunes et mat dans l'obscurité laiteuse. L'air était lourd, saturé d'humidité. Ici, au fond de la gorge, cela sentait le terreau ancien, les feuilles devaient être en décomposition depuis des siècles, et cette odeur métallique, presque piquante, de la graisse de chêne et de la résine fraîchement coupée. C'était une atmosphère qui prenait à la gorge. Froide et impitoyable, un endroit où la nature semblait attendre la moindre erreur pour reprendre ses droits sur la mécanique. Andreas était assis sur le siège conducteur, une simple assise en sky sans suspension pneumatique. Il ne cherchait pas le confort, il cherchait le contact. À travers la fine couche de rembourrage, il sentait chaque vibration du 6 cylindres directement dans sa colonne vertébrale. Le moteur EDL6, ce bloc massif de 5,9 litres à injection directe, tournait au ralenti. Ce n'était pas un ronronnement docile. C'était un martèlement lent, espacé, délibéré. Tac, tac, tac. Chaque explosion dans les chambres de combustion semblait être une déclaration d'intention. À ce régime, on pouvait presque compter les tours du vilebrequin. Le son était sec, dépourvu de l'amortissement liquide de l'eau. Il résonnait contre les parois rocheuses du ravin comme un avertissement. Andreas gardait la main posée sur le volant en bakélite, sentant le tremblement rythmique de la machine parcourir ses bras jusqu'aux épaules. La machine était vivante, impatiente, chaude, une île de chaleur industrielle dans cet océan de froidure forestière. Au bord du chemin forestier boueux, 2 silhouettes fantomatiques émergeaient de la brume. Son père, Corbignan, s'était enveloppé dans son vieux manteau de loden gris. Il gardait les bras croisés sur sa poitrine, non pour se réchauffer, mais pour se contenir. Il observait chaque mouvement de son fils avec l'anxiété d'un homme qui regarde un funambule marcher sans filet. À côté de lui, Bauer Hirschbichler s'était appuyé contre un tronc de sapin, mâchouillant un brin d'herbe avec une désinvolture étudiée. Il avait laissé son propre tracteur en haut de la pente, trop effrayé pour le descendre dans le bourbier. Alors, Andreas lança Hirschbichler, sa voix amplifiée par l'écho du vallon. « Tu es venu enterrer ton trésor bleu? Regarde bien cette ornière devant toi. C'est là que le 2 de sa 6 cylindres de l'entrepreneur a rendu l'âme l'hiver dernier. Le châssis s'est vrillé comme du papier d'aluminium. Trop long, trop raide. Il a glissé tout droit jusqu'à ce que la roche l'arrête. » Il pointa un doigt accusateur vers une cicatrice blanche sur la pierre moussue, là où le métal avait raclé la montagne. « Ton Wotan a peut-être 100 chevaux sur le papier, mais ici, les chevaux ne servent à rien si les sabots ne tiennent pas le sol. Ici, c'est le cimetière des orgueilleux. »
Andreas ne répondit pas. Il ferma les yeux une seconde, inspirant l'odeur du diesel brûlé. Il savait que Hirschbichler avait raison sur un point. La puissance brute ne suffirait pas. Il fallait de l'adhérence et de la géométrie. Il ouvrit les yeux, le regard fixé sur les 3 troncs d'épicéas géants qui gisaient en contrebas, dans un angle impossible, attendant d'être tirés de leur tombe debout. Sa main droite quitta le volant pour saisir le levier de vitesse du groupe agricole. Le métal était froid. Il débraya. Le mécanisme de la boîte ZF, Tipa 210, répondit avec un clonk lourd et satisfaisant, un verrouillage mécanique précis qui n'avait rien de vague. Il enclencha le pont avant. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le tac-tac du moteur s'accéléra légèrement, devenant plus profond, plus guttural, alors qu'Andreas lâchait doucement l'embrayage, engageant le nez long et plat du Wotan dans la pente qui avait brisé tant d'autres avant lui. Andreas engagea la première vitesse du groupe de travail, et le câble du treuil se tendit avec un cric sinistre, vibrant comme une corde de violon sur le point de rompre. Derrière le Wotan, les 3 troncs d'épicéas, lourds de sève et d'années, refusaient de bouger. Ils étaient ancrés dans la boue du fossé comme des cadavres obstinés. Le tracteur se cabra légèrement. Les pneus arrière, gonflés à l'eau pour le lestage, s'écrasèrent sous l'effort, cherchant désespérément une prise dans le limon noir. C'est à cet instant précis que la gravité décida de s'en mêler. Le nez du tracteur, allégé par la traction arrière, commença à glisser latéralement. Lentement, inexorablement, l'avant du Wotan chassa vers le vide, vers ce précipice de 10 mètres qui attendait patiemment sa prochaine victime métallique. Hirschbichler, adossé à son arbre, se redressa d'un bond, la bouche ouverte, prêt à crier. Il voyait déjà le désastre, le châssis vrillé, l'huile répandue, la ruine. Il part, il décroche, hurla-t-il, sa voix étranglée par une excitation morbide. Coupe les gaz, Andreas. Coupe tout. Mais Andreas ne coupa rien. Dans cette cabine qui vibrait comme un tambour, le temps semblait s'être dilaté. Il ne luttait pas contre la machine, il fusionnait avec elle. Il savait que freiner signerait son arrêt de mort. Au lieu de paniquer, il enfonça son talon droit sur la pédale du blocage de différentiel. Un clon sec, violent, métallique, résonna dans la gorge, signalant que les 2 roues arrière étaient désormais solidaires, tournant exactement à la même vitesse, ignorant la résistance du sol. Puis, il fit ce qui semblait impossible pour n'importe quel autre tracteur de la vallée. Il braqua le volant à fond. C'était le secret de Forstern. Le pont avant ZF, une merveille d'ingénierie, obéit instantanément. Les roues avant ne se contentèrent pas de tourner. Elles se couchèrent littéralement sous le châssis, atteignant un angle hallucinant de 55 degrés. Là où un tracteur standard aurait eu besoin de l'espace d'un terrain de football pour virer, le Wotan pivota sur lui-même comme une ballerine de 7 tonnes. Les crampons des pneus avant, au lieu de labourer la boue glissante, trouvèrent une arête de rochers saillantes. Ils mordirent dans la pierre avec une férocité minérale. Le moteur changea de tonalité. Le claquement clair du ralenti se mua en un grondement souterrain, un rugissement de basse fréquence qui fit trembler les feuilles des hêtres. Le ventilateur axial, monté en bout de vilebrequin, se mit à hurler, aspirant l'air frais pour gaver les ailettes des cylindres en surchauffe. Une colonne de fumée noire, dense et grasse, jaillit de l'échappement vertical, obscurcissant le soleil un bref instant. Le Wotan ne glissait plus. Il grimpait. Il ne subissait pas la pente, il la dévorait. Les troncs à l'arrière furent arrachés de leur lit de boue avec un craquement d'apocalypse, traînés par ce couple phénoménal qui semblait infini. Le tracteur enroula l'obstacle rocheux avec une précision millimétrique, ses roues frôlant le vide sans jamais y succomber. C'était un balai brutal, une démonstration de force maîtrisée où l'acier, la gomme et le diesel ne faisaient plus qu'un. Lorsqu'Andreas atteignit le plat du chemin forestier, il ne coupa pas le contact. Règle absolue du refroidissement par air, ne jamais tuer un moteur chaud. Il le laissa revenir au ralenti pour que la turbine évacue les calories accumulées. Le Wotan frissonnait, comme une bête de course après le sprint, le métal tic-tacant joyeusement. Le silence revint dans la forêt, seulement troublé par le souffle puissant du ventilateur. Hirschbichler s'était tu. Son sourire moqueur avait disparu, remplacé par une expression indéchiffrable, mélange de jalousie et de stupeur. Il regarda ses propres pneus, puis l'angle impossible que le Wotan venait de négocier. Il remonta dans son tracteur au rang sans un mot et claqua la porte. Corbignan, lui, s'approcha lentement. Il posa sa main, celle-là même qui avait tremblé en signant l'échec, sur le capot brûlant du moteur. Il ne la retira pas. Il sentait la vie battre sous la tôle, la chaleur sèche et saine d'une mécanique qui venait de prouver sa valeur. Il leva les yeux vers son fils, assis là-haut dans sa tour de verre. Il n'y avait pas de sourire, pas d'effusion. Juste un hochement de tête, lent et grave.
Il a du couple, grommela le vieil homme, sa voix presque couverte par le moteur. Et il a de bons pieds. Ce n'est pas un jouet, Andreas. C'est une chèvre de montagne déguisée en tracteur. Pour la première fois, le prix de 40 000 marks ne semblait plus être un chiffre abstrait, mais le poids exact de la survie. La nuit était tombée sur la ferme des Mousletner, enveloppant la vallée d'un silence épais et réparateur. La victoire au fossé noir avait laissé un goût sucré dans la bouche d'Andreas, une euphorie qui lui avait fait oublier la fatigue de ses muscles et la tension de ses nerfs. Il se tenait seul dans le hangar, sous la lueur jaunâtre d'une ampoule nue qui se balançait doucement au gré des courants d'air. Le Wotan 2 reposait là, massif et sombre, sa carrosserie bleue encore tiède, dégageant cette chaleur animale que seules les machines refroidies par air concert des heures durant. Andreas ouvrit le carnet d'entretien, un petit cahier à la couverture cartonnée noire. D'une main ferme, il inscrivit la date et le nombre d'heures, 8 heures de débardage extrême. Aucun incident. Il referma le stylo avec un claquement satisfait. Il avait vaincu la montagne, il avait vaincu le doute de son père, et il avait cloué le bec de Hirschbichler. Avant de fermer les portes de la grange pour la nuit, une impulsion, presque une superstition, le poussa à redémarrer le moteur une dernière fois, juste pour l'entendre, juste pour se prouver que la bête était toujours prête. Il grimpa dans la cabine, tourna la clé de contact. Le démarreur fit son office, lourd et puissant. Le 6 cylindres s'ébroua. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Le son. Ce n'était plus le tintement cristallin et rythmé du matin, cette musique d'horlogerie fine qui avait fait taire les critiques. C'était un bruit différent, insidieux, un clac-clac-clac irrégulier, métallique, qui semblait provenir des profondeurs du bloc moteur. C'était le bruit d'un marteau frappant sur une enclume fêlée. Andrea sentit son estomac se nouer instantanément. Son regard plongea vers le tableau de bord, cherchant une réponse, priant pour que ce soit une hallucination auditive due à la fatigue. Mais le cadran vidéo ne mentait pas. L'aiguille du manomètre de pression d'huile, qui aurait dû se stabiliser fermement sur les 4 barres, tremblait. Elle hésitait. Puis, comme si elle renonçait à la lutte, elle s'effondra vers la gauche. 1, 0,5, 0. Et alors, l'œil du diable s'ouvrit. Le témoin rouge de pression d'huile s'illumina au centre du tableau de bord, une petite étoile de sang dans la pénombre de la cabine. Simultanément, une odeur parvint à ses narines. Ce n'était pas l'odeur saine du diesel ou de la graisse chaude. C'était l'odeur âcre, piquante et écœurante de l'huile brûlée, de la friction métal contre métal sans lubrification. Andreas coupa le contact d'un geste violent, comme si le silence pouvait effacer la réalité. Le moteur s'arrêta dans un dernier soubresaut, laissant place à un calme terrifiant. Il resta assis dans le noir, les mains crispées sur le volant, le souffle court. La panique monta en lui comme une marée noire. Les mots de Wedinger, le banquier, résonnèrent dans sa tête. C'est de la libre-braie, un caprice, et ceux de Hirschbichler, ton oiseau bleu ne volera pas longtemps. Avait-il raison? Avait-il détruit l'avenir de la ferme en une seule journée d'orgueil? Si le village apprenait que le tracteur Porsche avait coulé une bielle après 8 heures de travail, Andreas serait la risée du canton pour les 20 prochaines années. La banque saisirait tout. Le Wotan ne serait plus qu'un tas de ferraille impayé. Il ne pouvait pas appeler le mécanicien du concessionnaire. La camionnette de dépannage attirait l'attention. Tout le monde saurait. Il n'avait qu'une seule option. Une option qui lui coûtait autant d'orgueil que l'achat du tracteur lui-même. Il descendit de la cabine, ses jambes flageolantes, et se dirigea vers la maison endormie. Il devait réveiller Corbignan. Il devait avouer à son père que la machine parfaite était mortelle, et prier pour que le vieux savoir-faire de l'ancien puisse sauver la technologie du nouveau. La trahison de la mécanique était cruelle, mais la solitude de l'échec était pire encore. Il était 2 heures du matin et le silence dans l'atelier des Mousletner était presque douloureux. La seule chose que l'on entendait était le tic-tac irrégulier du métal qui finissait de refroidir et le souffle court d'Andreas. La grande porte en bois était fermée, verrouillée contre les regards curieux du village. Au centre de la pièce, sous la lumière crue et impitoyable d'une baladeuse accrochée au capot relevé, le moteur du Wotan 2 gisait, partiellement dénudé, comme un patient sur une table d'opération. L'odeur de solvant, de diesel et de sueur froide saturait l'air immobile. Andreas se tenait là, une claire molette serrée dans sa main moite, le regard fixé sur le 3e cylindre. Il se sentait coupable, petit, comme un enfant qui vient de briser le vase le plus précieux de la maison. Mais il n'était pas seul. Corbignan était là. Le vieux n'avait pas prononcé un seul mot de reproche depuis qu'Andreas l'avait tiré du lit. Il avait simplement enfilé sa cotte bleue, pris ses lunettes et rejoint l'atelier. Il ne ressemblait plus au père inquiet qui comptait les pfennigs la veille.
Il était redevenu le mécanicien, le maître des machines. Il se pencha sur le bloc moteur, inspectant l'architecture avec un œil critique. C'est à cet instant précis que la magie de la conception d'Escher se révéla, transformant une nuit de cauchemar en une leçon de mécanique. Si ce tracteur avait été un modèle refroidi par eau, avec un bloc moteur moulé d'une seule pièce comme ceux de Mannheim ou de Cologne, la situation aurait été catastrophique. Il aurait fallu déposer le moteur entier, rectifier la culasse, commander des joints introuvables. Le tracteur aurait été immobilisé pour des semaines. Mais le Wotan était différent. C'était une machine de liberté. Le moteur EDL6 n'était pas un bloc monolithique, mais un assemblage de cylindres individuels, chacun indépendant, chacun boulonné séparément au carter. C'était une souveraineté modulaire. « Passe-moi la douille de 24 et la rallonge », ordonna Corbignan d'une voix calme. Andreas obéit, tendant l'outil à son père. Leurs mains se frôlèrent, rugueuses, tachées d'huile, un contact bref qui scella une trêve silencieuse. Il n'avait pas besoin de démonter tout le moteur. Il devait simplement opérer le cylindre numéro 3. C'était de la chirurgie de précision, pas une autopsie. Ensemble, ils dévissèrent les longs goujons qui traversaient les ailettes de refroidissement. L'acier crissa, puis céda. Avec une précaution infinie, Corbignan souleva la culasse en alliage léger, puis le cylindre lui-même. Andreas retint son souffle, s'attendant à voir un piston rayé, fondu, détruit par la chaleur. Mais le piston était intact. La chemise était lisse. Il n'y avait pas de grippage. « Regarde là !» murmura Corbignan en braquant la lumière de la baladeuse vers le bas du carter, là où l'huile était censée gicler pour lubrifier la bielle. Au fond de l'orifice de graissage, minuscule mais mortel, se trouvait un petit morceau de matière bleue. Ce n'était pas de la limaille de fer. C'était un résidu de pâte à joint, un excès de silicone appliqué trop généreusement à l'usine de Forstern, qui s'était détaché et avait voyagé dans les artères du moteur jusqu'à bloquer l'afflux sanguin du troisième cylindre. « Ce n'est pas ta conduite, Andreas, » dit doucement Corbignan en extrayant l'intrus avec la pointe d'un tournevis fin. « C'est une erreur de montage, une thrombose d'usine. » Andreas sentit un poids de 1000 tonnes quitter ses épaules. Il n'avait pas tué le Wotan. La machine avait simplement eu une faiblesse et l'avait trouvée. Les 2 heures suivantes furent un rituel sacré. Ils nettoyèrent les conduits, vérifièrent chaque passage d'huile. Puis vint le moment du remontage. Corbignan prit la clé dynamométrique. C'était l'instant de vérité. Il fallait serrer les goujons avec une précision absolue pour que la dilatation thermique se fasse correctement. Clic, 10 kilos. Clic, 12 kilos. Clic, 14 kilos. Le son sec de la clé résonnait dans la nuit comme une promesse. Père et fils travaillaient en symbiose, l'un tenant la lumière, l'autre serrant les boulons. Il n'y avait plus de conflit de génération, plus de dettes, plus de peur. Il n'y avait que la mécanique, logique et réparable. Quand ils eurent fini, Corbignan essuya ses mains sur un chiffon sale et regarda Andreas dans les yeux. « Il est prêt ?» dit-il simplement. « Et toi aussi. Maintenant, va te laver le visage. Demain, tu as un banquier à remettre à sa place. » 8 heures sonnèrent au clocher de l'église d'Oelgun, et comme réglé sur le premier coup de cloche, la forte tenue beige de M. Wedinger crissa sur les graviers de la cour. Le banquier n'était pas venu pour négocier. Il était venu pour constater un décès. Il sortit de sa voiture avec la raideur d'un huissier. Sa serviette en cuir serrée contre son flanc comme un bouclier dérisoire. Il avait entendu les rumeurs au village dès l'aube. On chuchotait que le tracteur bleu s'était eu la veille au soir, qu'il avait été rentré en catastrophe, que l'orgueil des Mousletner avait enfin rencontré son mur. Wedinger afficha un masque de fausse compassion, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction bureaucratique. Il vit Andreas sortir de l'atelier. Le jeune fermier ne ressemblait pas à un homme vaincu, mais il ressemblait à un homme qui avait traversé l'enfer. Son visage était barbouillé de suie noire, ses mains étaient encore imprégnées de graisse et ses yeux, cernés de rouge par le manque de sommeil, brûlaient d'une intensité effrayante. Il portait sa fatigue comme une armure. Le Wotan 2 attendait derrière lui, attelé à une charrue massive, le capot luisant sous le soleil matinal. « Bonjour, monsieur Mousletner ?» commença Wedinger d'une voix onctueuse, en restant prudemment près de sa portière. « Je vois que la nuit a été courte. J'ai eu vent de difficultés techniques. Je dois vous avertir, la banque ne peut pas soutenir un actif immobilisé dès la première semaine. Si le moteur est touché, comme le disent les gens de la coopérative, nous allons devoir procéder à la saisie avant que la valeur résiduelle ne s'effondre totalement. C'est une question de procédure, vous comprenez ?» Andreas ne répondit pas par des mots. Il ne s'arrêta même pas pour saluer. Il marcha droit vers le tracteur, grimpa les marches en acier avec une lourdeur délibérée et s'installa dans le siège.
Il laissa la porte de la cabine grande ouverte. Il voulait que le banquier entende tout. Il inséra la petite clé en laiton dans le contact. Il n'y eut pas d'hésitation. Il tourna. Le démarreur, rechargé à bloc, lança les pistons avec une violence renouvelée. 1 seconde, 2 secondes, et puis l'explosion. Le moteur EDL-6 s'éveilla, non pas avec un tout-sautement maladif, mais avec un rugissement. Braoum! Le son était pur, net, tranchant. Le claquement des 6 cylindres individuels, désormais parfaitement lubrifiés et réglés au couple millimétrique, emplit la cour d'une symphonie de puissance brute. C'était un son sec, autoritaire, le chant d'un moteur refroidi par air qui respire à plein poumon. La fumière noire du démarrage s'éleva droit vers le ciel, signature d'une compression parfaite. Andreas enclencha la marche avant. Les pneus mordirent le gravier. Il ne recula pas pour sortir de la cour. Il avança, droit sur la forte tenue. Wedinger écarquilla les yeux, lâcha sa mallette et recula précipitamment, trébuchant presque sur ses propres chaussures vernies. Le Wotan avança, immense, sa calandre bleue dominant la petite berline allemande comme une montagne de métal. Andreas arrêta le tracteur à 10 cm à peine du pare-choc chromé du banquier. Le sol tremblait sous les pieds de Wedinger. Le souffle chaud du ventilateur axial balayait son costume impeccable, lui envoyant des effluves de diesel et de victoire. Andreas se pencha hors de la cabine, dominant le petit homme gris de toute la hauteur de son trône d'acier. Il donna un coup d'accélérateur, faisant hurler la turbine, noyant toute tentative de protestation. Il n'a pas cassé, Wedinger, hurla Andreas par-dessus le vacarme, sa voix rauque mais triomphante. Il a juste testé son maître. Et le maître a répondu. Il pointa un doigt noir de cambouis vers le banquier pétrifié. Retournez à votre bureau. Préparez le dossier pour la moissonneuse. Ce tracteur va payer chaque centime, et il va le faire en hurlant. Sans attendre de réponse, Andreas lâcha l'embrayage. Le Wotan pivota sur place grâce à son essieu ZF, soulevant un nuage de poussière blanche qui enveloppa instantanément la voiture du banquier et son propriétaire. Lorsqu'Andreas s'engagea sur la route des champs, le moteur chantait à plein régime un hymne mécanique à la résilience qui résonna jusqu'au centre du village, annonçant à tous, amis comme ennemis, que le lion de Forstern était bien vivant. Le mois d'août 1973 ne ressemblait à aucun autre été de mémoire d'homme en Haute-Bavière. Ce n'était plus une saison, c'était une punition. Depuis 10 semaines, pas une seule goutte de pluie n'était tombée sur Hohelgen. Le ciel, d'un bleu délavé et impitoyable, pesait sur la vallée comme un couvercle de fonte brûlante. La terre, habituellement grasse et sombre, s'était transformée. Le limon fertile avait séché jusqu'à devenir une croûte blanchâtre, dure comme du béton armé, parcourue de crevasses profondes où l'on pouvait passer la main. L'air tremblait au-dessus des champs, un miroitement liquide qui déformait l'horizon et donnait l'illusion que les arbres lointains étaient en train de fondre. Même les oiseaux s'étaient tus, réfugiés au plus profond des, trop épuisés pour chanter. Le seul bruit qui persistait était le crissement sec des sauterelles et le bourdonnement des moissonneuses qui soulevaient des nuages de poussière étouffants. Andreas Mousletner avançait au milieu de cet enfer jaune paille. Dans la cabine du Wotan 2, la température dépassait les 45 degrés. La vitre arrière était grande ouverte, mais l'air qui s'y engouffrait était comme le souffle d'un four à pain. Pourtant, sous le capot bleu, le 6 cylindres EDL6 martelait sa cadence avec une régularité de métronome. La chaleur, le moteur et chair s'en nourrissaient. Il avalait cet air brûlant, le comprimait, le faisait exploser et recracher les calories par ses ailettes de refroidissement surdimensionnées. Il n'y avait pas de liquide pour bouillir, pas de durite pour éclater sous la pression. Juste du métal et du vent. Au loin, près de la lisière du bois, une scène de désolation technique se jouait. Le voisin Hirschbichler était à l'arrêt. Son tracteur, un Fiat 1300 d'été flambant neuf, fierté de l'industrie italienne et symbole de modernité avec son refroidissement liquide, gisait au milieu du sillon comme une bête abattue. Une colonne de vapeur blanche, dense et sifflante, s'échappait du capot moteur, montant droit dans le ciel sans vent. C'était le drapeau blanc de la reddition mécanique. Andreas s'approcha, laissant le Wotan au ralenti. Le contraste sonore était saisissant. D'un côté, le claquement sec et sain du Escher, de l'autre, le glougloutement malsain de l'eau en ébullition et le sifflement aigu d'une soupape de sécurité qui relâche la pression. Hirschbichler courait autour de sa machine avec un bidon d'eau tiède puisé au ruisseau, le visage ruisselant de sueur noire, mélange de transpiration et de poussière de blé. « Il est mort » hurla Hirschbichler en voyant Andreas, la voix brisée par la panique. Il jeta son bidon à terre avec rage. « Regarde ça ! Le radiateur est colmaté. C'est du ciment. » Andreas descendit de sa cabine et s'approcha du Fiat. C'était vrai.
La calandre avant, censée laisser passer l'air pour refroidir l'eau, était obstruée par un mur compact de balles de céréales et de poussière fine, collé par la sève et la chaleur. Le système de refroidissement liquide, si efficace sur le papier, avait rencontré son pire ennemi, la réalité d'une moisson sèche. Le ventilateur du Fiat n'aspirait plus rien. L'eau à l'intérieur du bloc bouillait, incapable d'évacuer ses calories. Le moteur étouffait dans sa propre fièvre. « Tu ne peux pas remettre de l'eau froide maintenant. Bauer ?» dit Andreas calmement en observant le désastre. « Si tu verses de l'eau du ruisseau dans ce bloc brûlant, tu vas fendre la culasse en deux. Choc thermique. Ton tracteur est paralysé jusqu'à ce soir. » Hirschbichler s'assit lourdement sur la roue avant de son tracteur inerte, la tête dans les mains. « La terre est si dure. Si je ne laboure pas aujourd'hui, avec ce soleil, demain ce sera de la pierre. Je vais perdre la saison pour le colza. » Il leva les yeux vers le Wotan qui attendait, vibrant de santé, insensible à la fournaise. « Comment il fait? Ton est cher. Il n'a même pas de jauge de température d'eau. »« Il n'a pas besoin d'eau pour survivre, Hirschbichler, » répondit Andreas en remontant vers son poste de pilotage. Il y avait une fierté tranquille dans sa voix, non pas de l'arrogance, mais la validation d'une philosophie. L'air ne bout pas, l'air ne fuit pas. Tant que la turbine tourne, le Wotan respire. Écarte ton Fiat, je vais finir ton champ. Attelle ta charrue derrière le Wotan, Hirschbichler. L'ordre d'Andreas claqua plus fort que la chaleur. Le voisin le regarda, incrédule, la sueur ruisselant dans ses yeux rougis par la poussière. Il hésita, regardant le monstre bleu, puis son propre tracteur agonisant. Il n'avait pas le choix. Si la terre n'était pas retournée avant le coucher du soleil, la croûte d'argile deviendrait impénétrable pour des semaines. Avec des mains tremblantes, il détacha la lourde charrue quadrisoque de son Fiat et la fixa au bras de relevage du Escher. Le Wotan s'affaissa à peine sous la charge. C'était une machine de 7 tonnes, conçue pour l'équilibre, pas pour la parade. Andreas remonta en cabine. Il ne ferma pas la porte. Il avait besoin d'entendre chaque nuance, chaque plainte éventuelle de la mécanique. Il poussa le levier d'accélérateur à main vers la butée maximale. Le moteur EDL s'y bondit à 2300 tours minute. Et c'est là que la thermodynamique de survie entra en jeu. Ce n'était plus seulement le claquement des pistons que l'on entendait, mais le hurlement strident, presque aéronautique, de la turbine de refroidissement. Le ventilateur axial, entraîné directement par le vilebrequin via une courroie trapézoïdale massive, se transforma en une tornade dirigée. Il aspirait l'air brûlant de l'été bavarois, le comprimait et le propulsait à une vitesse supersonique à travers les ailettes des cylindres. Andreas lâcha l'embrayage. Les pneus s'ancrèrent. La charrue mordit le béton blanc du champ. La terre n'était pas tranchée. Elle explosait en blocs compacts, soulevant une poussière fine comme de la farine qui enveloppait instantanément le tracteur. Dans la cabine, c'était l'enfer. Le plancher brûlait les pieds d'Andreas à travers ses bottes. Il surveillait le manomètre d'huile comme un faucon. L'aiguille avait chuté. L'huile, liquéfiée par la chaleur extrême, avait perdu sa viscosité. Elle était fluide comme de l'eau. La pression était basse, dangereusement basse, frôlant la zone rouge. Mais le débit, lui, était torrentiel. C'était le secret. L'huile circulait si vite qu'elle évacuait les calories des paliers avant même qu'ils ne puissent fondre. C'était un jeu de dupes avec la physique. La houlot du Fiat avait bouilli à 110 degrés, transformant le moteur en cocotte minute. Les culasses en alliage spécial du Escher grimpaient allègrement à 170, voire 180 degrés Celsius. Pour un ingénieur habitué au refroidissement liquide, c'était de la folie pure. Pour le Wotan, c'était sa plage de fonctionnement. Le métal se dilatait, les jeux augmentaient, le moteur devenait plus bruyant, plus libre, plus sauvage. Il ne luttait pas contre la chaleur, il l'acceptait. Il devenait une forge roulante. Pendant 4 heures ininterrompues, le Wotan laboura l'impossible. Il traversa la fournaise sans faiblir, tirant la charrue là où aucun autre tracteur du canton n'aurait osé poser une roue. Lorsque le soleil commença enfin à toucher la ligne d'horizon, teintant le ciel de violet et d'orange, le dernier sillon fut tracé. Andreas releva l'outil hydraulique. Il ne coupa pas le contact. Jamais. Il ramena le régime à 800 tours. Le hurlement de la turbine retomba, laissant place au tac-tac-tac familier et rassurant. Le moteur rayonnait une chaleur telle qu'on ne pouvait pas s'en approcher à moins d'un mètre sans se brûler le visage. Hirschbichler s'approcha lentement à travers la brume de chaleur. Il ne regardait plus le sol. Il regardait le tracteur bleu avec une sorte de révérence religieuse. Il tenait 2 bouteilles de bière brune dont la condensation perlait sur le verre, promettant une fraîcheur divine. Il tendit une bouteille à Andreas sans un mot.
Il fallut une longue minute avant qu'il ne parle. Il but une gorgée, essuya sa bouche du revers de la main et tapota doucement le pneu arrière du Wotan. « J'ai eu tort, Andreas, dit-il d'une voix rauque. J'ai cru que la technologie moderne, c'était le confort et les cadrans électroniques. Mais aujourd'hui, mon confort est en panne et ton tas de ferraille bruyant a sauvé ma récolte. » Il leva sa bouteille vers le capot brûlant. « À la santé des cylindres qui n'ont pas besoin d'eau. » Andreas trinqua, le sourire fatigué mais victorieux. Le Wotan avait non seulement sauvé la terre, mais il avait gagné le respect de son pire ennemi. Les décennies glissèrent sur la carrosserie du Wotan, deux comme l'eau de pluie sur le dos d'un canard. Le temps, cet acide invisible qui rongeait tout ce qu'il touchait dans la vallée, semblait n'avoir aucune prise sur l'acier de Forstern. Les années 1970 s'éteignirent dans la fumée de la crise pétrolière, laissant place à une ère nouvelle, plus rapide, plus bruyante, mais étrangement plus fragile. Autour de la ferme Moosletner, le paysage changeait. Les petites exploitations familiales disparaissaient, avalées par des consortiums agricoles. Les haies étaient arrachées pour laisser passer des machines de plus en plus monstrueuses. Et pourtant, au milieu de cette course effrénée vers le gigantisme, une silhouette bleue continuait de tracer son sillon, imperturbable. Andreas vit l'usine Escher fermer ses portes. Il vit la marque légendaire, autrefois synonyme de fierté bavaroise, être démantelée, rachetée, puis dissoute dans l'anonymat des grands groupes mondiaux. Pour le reste du monde, son tracteur était devenu un orphelin, une pièce de musée roulante dont les pièces détachées n'existaient plus que dans les vieux stocks poussiéreux ou chez des passionnés obstinés. « Tu devrais le vendre tant qu'il vaut encore le prix de la ferraille », lui avait dit un jour le fils de Hirschbichler dans les années 90, alors qu'il paradait avec un tracteur bourré d'électronique et de climatisation. C'est un dinosaure, Andreas. Il n'a même pas de prise pour l'ordinateur de diagnostic. Andreas avait souri, une lueur amusée dans ses yeux désormais entourés de rides. Il regarda le champ du voisin. Le Fiat, qui avait bouilli en 1973, avait disparu depuis longtemps, envoyé à la casse avec un joint de culasse HS. Il avait été remplacé par un autre modèle, puis un troisième, et maintenant ce quatrième tracteur en plastique vert. En 30 ans, les voisins avaient changé de monture 4 fois. Chaque fois, ils avaient signé de nouveaux crédits, payé de nouveaux intérêts, subi la dépréciation brutale des machines modernes qui perdaient la moitié de leur valeur dès qu'elles quittaient la concession. Ils avaient acheté de l'obsolescence programmée. Andreas, lui, avait acheté de la permanence. Le calcul de M. Wedinger, ce banquier au costume gris qui avait jadis traité le Wotan de caprice, s'était révélé être la plus grande erreur financière du siècle. Andreas fit le compte un soir d'hiver, assis devant le feu, son vieux carnet d'entretien à la main. 48 500 marks en 1972. Cela semblait une fortune à l'époque, mais divisé par 50 années de loyaux services, divisé par 25 000 heures de travail acharné, le coût horaire du Wotan était dérisoire. C'était le tracteur le moins cher de toute la Bavière. Il n'avait jamais demandé de mise à jour logicielle. Il n'avait jamais eu de capteur défaillant à 2000 € pièce. Il avait juste demandé de l'huile, du gazole et du respect. Le Wotan n'était plus seulement un outil. Il était devenu un membre de la famille, un témoin silencieux des naissances et des décès, des bonnes récoltes et des années de grêle. Sa peinture bleue avait terni, virant au mat sous le soleil et la lune, et le siège conducteur avait été rembourré 3 fois. Mais le cœur, ce fameux moteur EDL6, battait avec la même vigueur qu'au premier jour. Le tintement métallique de ce cylindre était devenu la bande-son de la vie d'Andreas, une constante rassurante dans un monde devenu jetable. Là où les autres voyaient de la rouille, Andreas voyait de la patine. Là où les jeunes voyaient de la lenteur, il voyait de la couple. Il avait survécu à la banque, il avait survécu aux moqueries, et il avait survécu à l'industrie elle-même. Le Wotan ne vieillissait pas, il s'éternisait. Août 2024. La chaleur faisait trembler l'air au-dessus du béton de la cour, exactement comme en 1973. Mais le silence qui régnait sur la ferme Moosletner était d'une nature différente. Ce n'était pas le calme de la nature, c'était le silence numérique d'une panne système. Au milieu de l'allée, le Fan 942 Vario du petit-fils, Corbignan, était immobilisé. C'était un monstre de technologie, une cathédrale de verre et de plastique vert, bourrée de plus de puissance de calcul que la mission Apollo. Mais aujourd'hui, ces 415 chevaux étaient à genoux, vaincus non pas par la boue ou la roche, mais par un capteur. Le jeune Corbignan, 25 ans, s'acharnait sur l'écran tactile de la cabine climatisée. « C'est le système AdBlue, grand-père » cria-t-il, frustré, en jetant sa casquette sur le siège pneumatique. Le capteur Nox envoie une valeur erronée. L'ordinateur central a mis le moteur en mode dégradé. Je ne peux pas dépasser les 5 km/h. Je suis bloqué électroniquement.
Il faut attendre le technicien avec la valise de diagnostic. Andreas, 82 ans, assis sur le vieux banc de bois à l'ombre du poirier, se leva lentement. Ses genoux craquaient, son dos était voûté, mais son regard n'avait rien perdu de son acier. Il regarda le géant vert paralysé par une ligne de code informatique. En montant, « Corbignan », dit-il d'une voix qui ressemblait au froissement du vieux parchemin. Quand un tracteur s'arrêtait, c'est qu'une pièce était cassée. Pas parce qu'il avait décidé de se mettre en grève pour une histoire de pollution. Il se dirigea vers le hangar du fond, celui dont les portes ne s'ouvraient que pour les grandes occasions. Il n'avait pas besoin de manuel, ni de mot de passe, ni de mise à jour logicielle. Il entra dans l'ombre fraîche. Le Wotan 2 était là. Il dormait. La peinture bleue était patinée, usée par endroits jusqu'au métal nu, témoignant de 52 années de guerre contre la terre. Andreas posa sa main sur le capot froid. « Réveille-toi, mon vieux, murmura-t-il. Ils ont encore besoin de nous. » Il grimpa sur le siège en sky craquelé. Il tourna la clé en laiton. Pas de bip, pas d'écran d'initialisation. Juste le courant électrique qui frappe le solénoïde. Le démarreur gémit une fois, lourdement, comme pour se dégourdir les muscles. Et puis, le son. Tac, 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 tac. Le chant du métal revint. Ce claquement sec, rythmé, merveilleusement analogique des 6 cylindres refroidis par air. C'était un bruit qui venait des tripes, pas d'un haut-parleur. Le Wotan sortit de la grange, son panache de fumée noire défiant toutes les normes Euro 6, et vint se placer devant le géant vert inerte. C'était David venant secourir Goliath. Andreas descendit, prit la grosse chaîne en acier qui pendait à l'avant et l'accrocha au crochet de remorquage du fan. Corbignan regardait la scène, incrédule, filmant avec son smartphone. « Tu vas le tirer avec ça. Papy, il pèse 2 fois plus lourd que ton échelle. » Andreas remonta sur son trône. Il ne répondit pas. Il enclencha la première, fit monter le régime moteur jusqu'à ce que la turbine de refroidissement hurle sa chanson de guerre et lâcha l'embrayage. La chaîne se tendit. Le Wotan se cabra, ses pneus arrière s'écrasèrent. Le vieux lion bavarois grogna, cracha du noir, et soudain, le monstre moderne bougea. Centimètre par centimètre, puis mètre par mètre, l'électronique vaincue fut remorquée par la mécanique pure. Le passé sauvait le futur. C'est là, dans ce nuage de diesel et de poussière, que réside la véritable leçon. Pourquoi aimons-nous ces vieilles machines? Pourquoi nous arrêtons-nous au bord de la route quand nous voyons un vieux tracteur rouillé dans un champ? Ce n'est pas par nostalgie. C'est parce que ces machines ont une âme forgée dans le feu, l'huile et la sueur. Elles ne trichent pas. Elles ne se cachent pas derrière des codes d'erreur. Elles sont le prolongement direct de la main de l'homme. Le Wotan 2 n'était pas seulement un assemblage de fonte et d'aluminium. C'était la preuve vivante qu'avec assez de soin et de respect, certaines choses peuvent durer éternellement. Dans un monde de plastique jetable et d'obsolescence programmée, le bruit d'un moteur refroidi par air est le dernier cri de liberté. Et vous, quelle est la machine qui définit votre histoire? Avez-vous, au fond d'une grange, un vieux guerrier qui refuse de mourir? Un tracteur? Une voiture? Ou un outil hérité de votre père qui démarre encore au quart de tour quand tout le reste tombe en panne? Ne laissez pas ces histoires s'éteindre dans le silence. Écrivez-les dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi le nom de votre légende d'acier. Abonnez-vous à cette chaîne pour que nous continuions ensemble à faire vivre la mémoire de la mécanique, celle qui a une âme, celle qui a une odeur, celle qui a un son. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui sait ce que signifie avoir les mains noires de Cambouis. À la prochaine fois.